Les rouleaux de Eyre. Au XIIe et XIIIe siècle, des cours itinérantes existaient. L'Angleterre. De petits groupes de juges étaient envoyés dans tous les comtés depuis les cours centrales de Westminster. Les comtés étaient organisés en circuits appelés Eyrie. Ces tribunaux mobiles auraient entendu les affaires juridiques et les procès présidés par des juges itinérants. Parmi d'autres choses, les Eyries traitèrent des infractions pénales. En plus de cela, tout décès qui était considéré comme survenu de manière non naturelle était attribué au coroner du roi et à un jury d'hommes, locaux à la région où le corps a été trouvé. Ils devaient rapporter qui a découvert le corps et la nature de la mort, naturelle, accidentelle, meurtre ou suicide. Si le défunt a été tué et si la gravité de l'acte justifie l'exécution du coupable vivant. Si c'est un suicide, le crime a-t-il eu lieu quand le défunt était en contrôle de ses actions? Enfin, si le défunt possédait des biens meubles, qui en a la charge actuellement? Un péché mortel. Les théologiens chrétiens médiévaux ont étroitement suivi l'enseignement d'Augustin d'Hippone sur le suicide. Augustin considérait que cela devrait être vu comme une forme de meurtre, interdite par les 10 commandements, lois divines établies par Moïse dans la Bible. Le christianisme médiéval a relié le suicide de Judas, qui s'est pendu après sa trahison de Jésus, à l'éloignement de Dieu de quiconque commettait l'acte de se tuer, un acte qui était un péché mortel et qui ne pouvait pas être pardonné. À partir du VIe siècle, l'Église catholique refusait de permettre à toute personne qui était morte par suicide tout rite funéraire formel. L'inhumation en terre consacrée était également interdite et la confiscation par les autorités royales des biens du défunt ainsi que le déodant, qu'il appartienne ou non au défunt. Les diadandes remontent au XIe siècle dans le droit commun anglais. C'était un objet fortifié ou dédié à Dieu, chose abandonnée suite à son causé de la mort d'une personne. Si un jury de coroner déterminait que les effets personnels de quelqu'un étaient la cause de la mort d'un individu ou utilisés pour un suicide, ils étaient jugés comme un diadant et une amende était due. Cela pourrait être un cheval, un meuble ou des vêtements. Théoriquement, les diadans devaient être vendus et le bénéfice donné à une cause religieuse. En cas d'incapacité du propriétaire à payer l'amende ou le diadant, les habitants de la ville en étaient responsables. Dans un cas mentionné dans le calendrier du coroner de Londres après Jésus-Christ, 1300 à 1378, un diadenda a été ordonné à être payé à la somme de 3 pence par, je cite, une chemise et une poutre par laquelle un homme s'est suicidé. Il n'est pas clair si la chemise et la poutre appartenaient à la victime masculine ou à quelqu'un d'autre. Évidemment, si c'était ce dernier cas, quelqu'un d'autre aurait dû payer l'amende, comme l'homme était bien sûr mort. Suicide caché. En 1280, de la colère de Somerset, nous apprenons que William de Wedmore, vicaire de Cheriton, s'est pendu chez lui dans le même village. Le verdict était le suicide, et Walter de Wedmore et John ses frères ont enterré l'homme. Dit William sans vue du coroner et a pris ses biens. Évalué à 34 shillings, il devait donc être arrêté. Ensuite, ils sont allés au tribunal et le shérif les a libérés. Ce dossier est typique d'une personne jugée pour suicide délibéré. Il montre aussi les efforts de sa famille pour cacher le suicide, s'emparer de ses biens qui auraient dû revenir au roi et enterrer leurs frères en terre consacrée. Pour les médiévaux, un enterrement convenable était crucial, mais ils considéraient les suicides indignes de cet honneur. Le suicide d'une femme de Londres en 1321 a été découvert par un IR pour être fou. Néanmoins, ses biens n'ont pas été donnés à sa famille. Ils ont été pris par l'État sous l'autorité du roi Édouard II comme aumône pour son âme. Cette confiscation de la richesse du défunt a sans doute incité de nombreuses familles à dissimuler des preuves en cas de suicide familial. En 1256, une cour itinérante en Northumberland a examiné le cas de William, fils de Henri le Mieux. William aurait dû signaler le suicide de sa mère, mais au lieu de cela, citation, « Les jurés attestent que William n'a pas signalé la mort lorsqu'il a trouvé sa mère pendue, a coupé le voile et l'a descendue, l'a emmenée à un lit, a fait comprendre à ses voisins qu'elle était morte de mort naturelle et l'a fait enterrer dans le cimetière. » Le mari de Madame Lemieux a dû également conspirer dans la dissimulation, et aucun des voisins n'est intervenu, bien qu'au moins l'un d'eux ait dû voir le corps ou connaître la vérité, car les 2 hommes, père et fils, ont été arrêtés pour dissimulation d'un crime et tout le village a été condamné à une amende pour ne pas avoir apporté d'aide lors de l'enquête. Des tentatives de dissimulation plus compliquées ont été enregistrées dans le Devon en 1281, lorsqu'un bedeau nommé Henry a été retrouvé pendu à Ottery St. Mary. L'IR là-bas a entendu, je cite, « La femme de Henry, Raganildi, et Thomas Henry ont immédiatement pris le corps de Henry, l'ont mis dans un lit et l'ont couvert. Ils ont ensuite fait venir Henri de Cornubia, un chapelain, et lui ont donné 30 shillings pour couvrir le crime. Ils ont exécuté le testament de Henry et ont ensuite enterré le corps dans le cimetière d'Ottery St. Mary sans l'avis d'un médecin légiste. »
Henry possédait des biens valant 60 shillings dont le chapelain a obtenu 50%. Après avoir entendu les preuves, les juges ont envoyé des gendarmes pour arrêter Rakanildi et son complice. Les deux accusés ont réfuté le meurtre, convaincu le jury de leur innocence et ont été amendes de 6 shillings et 8 pence pour l'inhumation d'un cadavre sans l'examen du coroner. La veuve Rakanildi était ruinée. Outre la perte de son mari, elle a perdu une petite fortune de 4 livres, 17 shillings et 2 pence, l'héritage de 30 shillings de son mari, l'amende et le pot de vin. Pas seulement l'Église, mais aussi le système judiciaire séculier d'Europe classait le suicide comme infraction du XIe au XIIIe siècle, souvent car cela privait un seigneur féodal de sa possession. Henry, un vilain riche de Devonshire vivant près de Bideford, s'est pendu dans sa grange. Son corps a mystérieusement fini dans une rivière voisine. On ne sait pas si c'était sa femme, Agnès, ou son seigneur, Richard, qui a déplacé le corps. En cas de mort naturelle, c'est normalement Richard qui aurait hérité des biens de Henry. Cependant, en tant que suicidé, les actifs de 38 shillings et 2 pence iraient plutôt au trésor royal. Agnès et Richard auraient pu conspirer pour dissimuler le crime. Accusée, Agnès a réclamé une enquête, nié la mort et tout le reste et a été acquittée de l'accusation de meurtre de son mari et de déplacement de son corps. Ainsi, Richard a aussi nié toute implication lors de son arrestation et a été acquitté par le jury local. Très superstitieux, une loi française dans la ville de Lille, qui date d'environ 1300, stipule que, je cite, « Le corps d'un suicidé doit être traité comme celui d'un meurtrier, c'est-à-dire si c'est un homme traîné et pendu, si c'est une femme brûlée sous la potence. » Ce type de torture post-mortem du corps d'un suicidé provient de la superstition, du folklore et l'idée d'esprits errants sur Terre. C'était aussi pour montrer combien le suicide est abominable pour l'Église catholique et pour instaurer un climat de peur et de répulsion autour du suicide afin de dissuader toute tentative. Des registres de 1398 à Douai incluent une référence à des salaires versés à un bourreau qui, je cite, « au gibet à la justice a brûlé Marie Blassil, qui s'était pendue et étranglée chez elle. » Peu de temps avant cela, une femme s'est pendue en prison et le magistrat a dû demander au Conseil de Paris des instructions sur ce qu'il fallait faire du corps. On leur a dit de le brûler et cela a été fait. En Allemagne, la loi stipulait qu'un suicidé devait être richement extrait de la maison et brûlé dans les champs quel que soit le sexe. Au XIVe et XVe siècle à Nuremberg, la crémation se faisait à ciel ouvert, dans les champs ou à un carrefour. En France, les coutumes d'Agneux et du Maine notaient la pratique d'annihilation riche de la propriété d'un suicidé et la destruction du cadavre. Lorsqu'une personne était jugée coupable de suicide, sa maison était démolie ou déplacée le long de la route principale, ses champs brûlés, ses vignes arrachées et ses bois coupés à hauteur d'homme. Le livre rouge d'Aberville note qu'en 1305, un greffier et marchand s'est suicidé à Amiens et sa maison a été rasée. En 1336, un autre homme qui est mort par suicide à Saint-Riquier autour de la Pentecôte dernière a également vu sa maison rasée. Cependant, en Angleterre, la combustion des maisons n'a jamais vraiment été une chose. Le trésor recevait généralement tous les biens meubles laissés après un suicide, et le roi préférait que ces confiscations restent ainsi, un seul morceau. Les croyances surnaturelles liées les suicides à des calamités naturelles comme un crime humain. L'échec des récoltes, fréquemment provoqué par des tempêtes ou des vents forts, était une majeure catastrophe pour les médiévaux, qui attribuaient ce mauvais temps au suicide. C'était fréquemment inscrit dans les chroniques d'Allemagne. Un registre d'Augsbourg, datant du lundi 25 avril 1300 mentionne, je cite, « Le mauvais temps était aussi un souci à Zurich, Suisse, en 1417, lorsqu'un jour, une tempête a frappé. 3 femmes dans la chèvre étable, les légumes pourrissaient dans les champs, et le même jour, un homme s'est noyé dans le lac. Donc le jour de la Saint-Marc a été désigné comme un jour de jeûne afin que Dieu puisse nous protéger du suicide par pendaison. » En 1417, à Zurich, Suisse, le mauvais temps était une préoccupation. Le conseil municipal se plaignait à l'église qu'un prêtre suicidé avait causé, je cite, « le temps épouvantable que nous avons eu pendant longtemps, du fait de son inhumation dans un terrain consacré. » À Bâle, une autre ville suisse en 1439, Henri de Bernstein, un avocat et diplomate résident, a écrit que, je cite, « Le 4 juin, une respectable femme de Bâle appelée Missus Berenger a perdu la tête. Vers minuit, elle s'est levée de son lit et montée sur le toit et a sauté jusqu'à sa mort. Elle a été enterrée à Saint-Léonard et il a plu continuellement pendant près d'une semaine, et les gens disaient que c'était parce que son corps était en terre consacrée. Le conseil municipal de Bâle a donc décidé de l'exhumer et de la jeter dans le Rhin. La décision prise le 9 juin, la pluie a légèrement diminué. Ensuite, elle a repris pour un jour de plus. Nuit.
En lisant les registres anglais d'Aya, nous pouvons dire que la pendaison était la méthode de suicide la plus courante chez les hommes et les femmes au Moyen Âge, et qu'une grande proportion d'hommes mourraient par suicide, tout comme c'est le cas aujourd'hui. En 2023, la méthode de suicide la plus courante chez les femmes est l'auto-empoisonnement. Étrangement, aucun registre médiéval n'enregistre de cas d'empoisonnement utilisé pour le suicide. C'est probablement dû non pas à ce que cela n'a jamais eu lieu, mais à l'incapacité du médecin légiste médiéval à le déceler. Merci d'avoir vu cet épisode, visitez le lien en description, utilisez le code MADNESS pour 3 mois gratuits. J'espère que vous passerez une excellente semaine et je vous retrouverai dans le prochain épisode. Santé!